Mon approche, d'une manière générale, elle est de faire en sorte que Snow Leader soit une marque et pas simplement une enseigne. Et à ce titre-là, tous nos investissements qu'on fait en marketing et en communication visent à faire en sorte que le client achète chez nous sans comparer les prix avec d'autres retailers. C'est vraiment un point sur lequel on a axé notre stratégie il y a maintenant 3 ans. Bonjour, vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode du Panier, le podcast e-commerce dans lequel on décortique les recettes gagnantes des acteurs du commerce en ligne. Mon objectif est de dénicher avec vous les meilleurs conseils et retours d'expérience pour se lancer et progresser dans la vente en ligne. Acquisition, parcours client, outils, plantage, réussite, apprentissage, on abordera ici tous les sujets sans tabou. Je suis Laurent Kretz, cofondateur de Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Avec la meilleure équipe du monde en conception, créa, dev et contenu, j'accompagne des boîtes de toute taille dans leur stratégie digitale. Contactez-moi sur lepanier@cosavostra.com, sur LinkedIn ou sur notre site cosavostra.com. Bonne écoute. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on prend un peu d'avance sur les vacances de Noël. Je reçois Thomas Rouault, cofondateur de Snow Leader. Snow Leader, c'est une boutique en ligne, et pas que d'ailleurs, qui vend du matériel et des vêtements de sport hiver, outdoor et urbain, type ski, randonnée ou trail. En chiffres, Snow Leader a déjà 11 ans, plus de 100 salariés, plus de 105 salariés, 32 millions de CA l'année dernière, c'est énorme, et fait en général, en moyenne entre 35 et 40% de croissance d'année en année, 600 000 clients servis depuis la création, et plus de 200 000 colis expédiés rien qu'en 2019. Snow Leader a aussi expérimenté avec le commerce physique, puisque vous avez 3 boutiques. On y reviendra, j'aimerais comprendre l'intérêt et l'impact que ça a eu sur vos développements. Et surtout, vous avez toujours cherché à vous amuser et être un peu différent par les contenus ou d'autres techniques qu'on verra ensemble. Aujourd'hui, ce sur quoi je vais me concentrer, c'est de comprendre comment Snow Leader a pu émerger sur une verticale compliquée, qui est celle du vêtement et matériel sportif. Thomas, merci encore d'avoir accepté l'invitation. Vous entendez certainement un son un peu différent d'habitude. On est au Grand Rex, puisque ce soir, c'est l'avant-première de Rancho saison 7. C'est Exactement. quoi Rancho ? Alors Rancho, c'est une web-série qui existe depuis 7 ans. C'est la 7e saison, qui est produite par Enak Gavaggio, qui est un ancien skieur qui faisait du ski cross, et Dino, qui est son producteur. Et du coup, c'est une web-série qui raconte le ski dans toute sa largeur. Donc Enak rencontre différents athlètes qui font de la course, qui font du ski de fond, qui font du base jump. Et voilà, c'est une web-série qui est la série la plus suivie du ski français, et c'est 2 personnes qui sont un peu barrées, qui ont des idées géniales, et du coup on les suit maintenant depuis 4 ans. J'étais tombé sur un épisode, alors complètement par hasard, qui est celui de l'acteur principal s'appelle Rancho, du coup. Voilà, c'est okay. Enak. Rancho qui faisait du ski sur une vague. Exactement. Mais ça, c'était il y a quelques mois, je sais plus. Et du coup, je suis allé regarder quelques épisodes de la série, c'est assez rigolo. Du coup, c'est l'avant-première ce soir de la saison 7 au Grand Rex. Et on est dans la grande loge du Grand Rex, et franchement, c'est classe. Il y a une douche en marbre. Elle a dû en voir des sacrées soirées, cette loge. Thomas, merci encore d'avoir accepté l'invitation. Alors, je suis pas client, mais j'ai vu que vous offrez un reblochon pour toute commande de plus de 150 €, et ça depuis le début du site. Exactement, avec le Gaëtan, le cofondateur, le lendemain de l'idée pour créer Snow Leader, on s'est dit bon, faut vraiment qu'on trouve un truc pour être différent, et offrir un bout de notre territoire de Savoie aux clients parisiens qui vont acheter sur le site. Donc on s'est dit bah voilà, on est du Grand Bornand, on va offrir un reblochon fermier. Donc cette idée un peu loufoque du départ nous a vraiment permis de nous différencier, d'être reconnus par les clients, et de vachement humaniser la relation que les clients entretenaient avec nous, et du coup maintenant on l'a décliné dans pas mal de versions différentes, puisque du coup on anime ce cadeau qui est offert à partir de 150 €. Donc on a notamment installé des ruches au bureau, donc on offre notre miel maintenant. Vous produisez votre propre miel. Exactement. Ok. Puis je vois un kit Génépi offert. Exactement. Aussi. Ça c'est le cadeau du moment. Donc c'est du
sucre et des brins de génépi qui sont dans une bouteille, et ensuite les clients peuvent mettre de l'alcool dedans. Le génépi, c'est quand même un peu l'image de nos montagnes. On cherchait une solution pour en offrir depuis le début, mais comme on fait pas mal de business à l'export, faire transiter de l'alcool dans les colis, c'est compliqué. Et donc là, on a enfin trouvé la solution en offrant un kit, et ensuite les clients mettent l'alcool de leur choix, de l'alcool de fruits, de la vodka pour faire leur génépi. Pour faire leur génépi maison, quoi. Exactement. Okay. Et ça, vous le faites toujours? Vous le faites depuis le début? Vous le faites toujours? On te fait depuis le début, et on a cherché un peu à diversifier les cadeaux qu'on proposait, parce qu'on a quand même pas mal de repeat business, donc les clients ils adorent le reblochon, et à force c'était un peu répétitif. Donc maintenant on l'anime et on a une saisonnalité sur les cadeaux qu'on offre. Mais dans les boutiques, systématiquement à l'entrée, on retrouve une cave à fromage où les clients peuvent venir chercher leur reblochon. C'est drôle. Et ça fait vraiment partie de l'image du site. Il y a pas un apéro qui se déroule chez Snow Leader sans un reblochon, c'est interdit. Ok. Vous avez lancé ça donc il y a 11 ans. Comment s'est passé le lancement? Vous avez tout de suite commencé par que du digital, de la vente en ligne? On a commencé vraiment que par le site. Mon associé avait un magasin de sport au Grand Bornand. Ton associé qui s'appelle Gaëtan Bastarosset. Voilà, Bastarosset, c'est un nom qui s'invente pas. C'est vraiment du cru du Grand Bornand, qui est une station juste à côté d'Annecy. Moi, j'avais je sortais de l'école, j'avais un peu bossé chez Nike, qui est une bonne école du sport, on va dire. Et on s'est rencontré avec Gaëtan via un collègue de travail, et lui avait déjà lancé un site, mais ça fonctionnait, enfin voilà, c'était un petit OS commerce qui était naissant, et du coup rencontre en boîte de nuit à la Clusa, on se dit oh putain, on a une trop bonne idée là, on va essayer. Et donc on a trouvé le nom sur les marches de la boîte de nuit à 5h du matin. Snow Leader. Exactement. Et le lendemain on s'est revus pour un apéro à la Suze, ça s'invente pas, hein. Et du coup on a eu cette idée de s'appeler Snow Leader The Reblochon Company, en offrant un reblochon fermier qui est vraiment le fromage emblématique de la vallée du Grand Bornand à tous nos clients pour toute commande qui dépasse 50 vraiment, €. je dis pour vous les auditeurs, hein, c'est vraiment la tagline du site, Snow Leader The Reblochon Company, avec un drapeau, un écusson qui est l'écusson de la Savoie. De la Savoie, exactement. Ouais, tout simplement. Et du coup, donc ça c'était il y a 11 ans. Le lancement se fait comment? Il faut convaincre des marques de venir... Il faut convaincre des marques, faut trouver une solution technique qui soit fiable, faut trouver un environnement ergo design qui corresponde à ce qu'on veut faire. Dans notre budget, on a lancé la boîte avec nos plans d'épargne jeunes. Donc on avait 12 000 € au départ, 6 000 € chacun. Là on est en 2008. Hein, on est en 2008, exactement, été 2008. Qu'est-ce qu'il y a comme plateforme e-commerce à cette époque? Voilà, c'est OS Commerce qui trust quasiment 100% de... Mais qui était cher de mémoire, non? Non, OS Commerce c'était open source, hein, déjà. Donc ouais, mais la connaissance, disons, l'expertise... ouais, c'était... En tout cas, avec vos 12 000 €, vous avez réussi à le faire. Avec nos 12 000 €, on a réussi à lancer une plateforme qui était assez sommaire, avec un back-office avec des fonctions réduites, mais où on avait quand même l'essentiel de ce qu'on voulait apporter, à savoir du conseil sur des produits techniques, la possibilité de pouvoir construire son pack avec la fixation de son choix pour les skis et les snowboards. C'était un élément important. Ce qui n'était pas le cas à l'époque. Ouais, en gros, les marques proposaient une fixation de base avec le ski, et nous on voulait vraiment adresser une clientèle qui était core, et on savait que le choix de la fixation c'était super important. Ok. Donc on voulait offrir la possibilité, c'est presque un configurateur, quoi. Exactement. Je choisis la board, les fixes, les boots. Exactement. Et les marques vous ont suivi? Les marques nous ont suivis. À la fois, moi, j'apportais les marques, on va dire, plus prêt-à-porter mode, de par mon réseau que j'avais chez Nike, et Gaëtan, de par le magasin traditionnel de station, apportait tout ce qui était marques traditionnelles de ski et de snow, les Rossignol, les Burton, les Salomon, voilà, qui transitaient via le shop. Quelle est la part de marque française dans ce que vous vendez? T'as une idée? J'y pense à l'instant, mais... j'ai pas d'idée, mais même dans les marques françaises, au final, il y a pas beaucoup de made in France, donc okay.
Je pense que voilà, marque française. Qu'est-ce qu'une marque française aujourd'hui? Est-ce que Salomon est une marque française? Non, t'as raison. On a eu cette discussion avec l'un de nos partenaires, un client de l'agence suisse. Je veux pas dire de bêtises, mais en gros, c'est un horloger suisse qui s'appelle Moser qui fait des montres incroyables. Et le label le label fait en Suisse, fabriqué en Suisse, en fait, s'obtient à partir, je veux pas dire de bêtises, mais de 60% des produits qui sont assemblés en Suisse, une connerie comme ça. Et eux, ils avaient lancé une montre faite à 100% en Suisse. Et notamment le cadran, enfin pas le cadran, la couronne pardon, était en fromage, dans un alliage de, tu vois, fromage qui est durable, mais c'était fun quoi. Non, t'as raison, c'est une bonne question. Qu'est-ce que ça veut dire le fait français à fabriquer en France en fait? C'est ça que je voulais dire. Mais marque française, c'est vrai, je comprends. Marque française, on en a. On travaille avec Rossignol, Salomon, Fusalp. Donc c'est des marques qui ont leur siège en France. Après l'actionnariat et les lieux de fabrication, okay. C'est un peu plus compliqué. OS Commerce, vous lancez les marques, certainement, enfin des marques vous suivent. Des marques nous suivent, des marques nous suivent pas. Le début, ça a été vraiment rock'n'roll. Ok. Les premiers salons où on allait, on nous recevait même pas. On nous demandait de rester à l'extérieur du stand. Privé, monsieur. Voilà. Donc c'était un peu frustrant parce que pour deux jeunes qui montent leur boîte, aller sur les salons internationaux, ça coûte quand même, ça représente un budget pour nous. Mais voilà, on arrive à lancer le site. T'as quel âge? J'ai 37 ans, je crois. 37, vous l'avez lancé à 25, quoi, 25-26. Exactement. Ok. Du coup, on arrive quand même à convaincre des marques de nous suivre, et on arrive à mettre en ligne le 27 septembre 2008 en français et en anglais la première version de Snow Leader. 27 septembre. Ouais. Alors, vous appelez Snow Leader et je pense que comme beaucoup de gens, peut-être, je sais pas, je me suis dit Snow Leader, donc, ski. Mais dès le début, vous vendez tout type d'activité outdoor. Dès le début, alors le nom, c'est clair que, je trouve que le nom Snow Leader, il est cool. Non, mais il est cool, il est bien. Mais quand tu vas au Vieux Campeur, tu t'attends pas à trouver des tentes et chez Decathlon que des produits d'athlètes. T'as tout à fait raison. Donc le nom était cool, il était dispo dans tous les suffixes de nom de domaine. Ça sonnait bien, et d'avoir un nom anglais avec l'accroche The Roblochon Compagnie, on trouvait ça drôle. On s'est pas posé plus de questions. Donc vous lancez fin septembre, à temps pour la saison. Exactement. Ok. Uniquement en ligne. Uniquement en ligne. Et ça marche bien? Et ça marche bien, ouais. La première année, on fait un peu moins on fait 440 000 € hors taxe de chiffre d'affaires. Donc du 27 septembre au 31 août. Et je me souviens de la mère de mon associé qui était, ça faisait autant de chiffre d'affaires que le magasin qui existait depuis 50 ans dans la station, quoi. Et du coup, voilà, c'était rigolo de voir que en un an, avec nos petits moyens, notre saisonnalité forte. Du coup, vous faites un demi-million sur cette première année. Saisonnalité très forte la première année, parce que on a passé tout notre été à rédiger des fiches produits. On a passé tout notre hiver à expédier des commandes, faire des paquets. Ouais. Voilà. Et du coup, quand est arrivé le printemps, on n'avait rien. On n'avait pas rédigé de fiches produits. Voilà. On a pris des locaux parce qu'il y avait notre première stagiaire qui arrivait, donc il fallait le garage non isolé au Grand Bornand, c'était plus possible. Donc voilà, on a pris un bureau pour pouvoir l'installer. Et on a commencé à rédiger des fiches produits été à partir du 1er avril. Elle est arrivée le 1er avril. Et donc on était méga à la rue, quoi. Ok, donc une saisonnalité forte cette première année, et vous le vivez encore ça aujourd'hui? Non, maintenant on fait 60% de notre chiffre d'affaires sur le premier semestre, donc premier semestre civil. Non, semestre d'activité, donc 1er septembre, 28 février. Ok, donc... Et on fait 40% le deuxième semestre. Ce qui, compte tenu du panier moyen des articles hiver qu'on vend, ça vous arrange? Non, que c'est conforme. Au final, en nombre de commandes, on est à 50-50. C'est que le panier moyen des commandes d'hiver est beaucoup plus élevé. Ah, il y a autant de clients dans la saison hiver que la saison été, mais le panier moyen est plus élevé en hiver. Oui. Ok, ce que je peux tout à fait comprendre. Moi, la question que je me posais en arrivant, donc pour ceux qui me connaissent, je suis un immense sportif. Je rigole, mais je l'ai été. J'ai fait un peu de trek à une époque et j'étais client Vieux Campeur surtout. Ce qui me plaisait, c'était le conseil, parce qu'un mec j'allais chez au Vieux Campeur, et le mec me disait, mais tu vas marcher sur quoi? De la terre, des pierres, du sable, à quelle altitude, humide ou non, enfin bref, il me vendait les bonnes chaussures. Et sur la partie ski, ce qui est fun, c'est d'être dans un magasin, de plier les planches de snow. J'ai commencé sur des queues de pie, moi, je suis très vieux, hein. Mais dans les années
milieu des années 80, j'ai commencé le snowboard et j'avais commencé sur un queue de pie. Mais ouais, ce qui est fun, c'est dans une boutique et de tordre des planches, de toucher la matière. C'est un frein, ça a été un frein ou pas? Alors oui, le conseil, l'humain, en fait, c'est ça que je veux dire. Ça a pas été un frein parce que dès le départ, dans l'ADN de SnowLeader, il y a vraiment la proximité humaine avec le client qui est importante. Et donc depuis le début, donc au départ c'était moi qui le faisais et Gaëtan, et maintenant c'est les acheteurs. Toutes les questions techniques qui sont adressées par les clients, qu'elles soient par téléphone, par mail, par WhatsApp, par peu importe le moyen de communication, c'est les acheteurs qui les traitent. Donc dans beaucoup d'enseignes, les acheteurs c'est des divas qui se baladent en rendez-vous, qui vont tester les produits, et chez SnowLeader c'est pas le cas. C'est vraiment les personnes qui sont au contact des marques, qui achètent les produits, qui renseignent les clients et qui apportent un vrai conseil technique à l'image de ce que fait le Vieux Campeur. C'est une enseigne pour laquelle on a vraiment beaucoup de respect, et effectivement le Vieux Campeur est la référence dans les villes où ils sont installés de par ses conseils. Ils sont installés où? Dans 8 villes, Paris, Lyon, Strasbourg, Toulouse, Salange, Thonon, Albertville. Mais sauf qu'il y avait beaucoup de clients qui avaient pas de Vieux Campeur à proximité. Moi, je suis parisien à la base. Je suis allé m'installer à Annecy en 2007, et j'étais aussi client du Vieux Campeur. Et quand je suis arrivé à Annecy, je m'attendais à me dire, waouh, j'arrive à la montagne pour trouver mon matos, ça va être super facile. Et bah que nenni, c'était pas du tout facile, parce que le Vieux Campeur à Paris offre un choix que on ne retrouve dans aucun magasin en Rhône-Alpes, peut-être Espace Montagne à Grenoble, ou des petites boutiques, mais sinon c'est des petites boutiques où il y a un choix qui est limité. Okay. Et vraiment nous on a voulu justement répondre à cette demande de clients qui cherchent un large choix, pouvoir retrouver toutes les marques du marché, ce qu'un magasin physique aujourd'hui ne peut pas faire compte tenu des coûts de loyer pour avoir une surface importante dans une zone commerciale. C'est l'avantage du web. C'est un des avantages du web. Un des avantages du web. Tant qu'on y est, la concurrence, donc on a parlé du Vieux Campeur, il y en a, enfin moi quand je préparais cet entretien, j'ai tout de suite pensé à Decathlon, mais toi tu m'as dit, pour toi tu le considères pas comme un concurrent? Non, on le considère pas comme un concurrent parce que on a très peu de produits qui sont en frottement, vraiment. Decathlon investit de plus en plus sur ses marques propres. Donc dans notre univers, ça va être un Wedze, un Quechua, un Kalenji. Je me suis fait la réflexion qu'il y a de moins en moins de marques non Decathlon, non groupe Decathlon dans les boutiques, dans les magasins, quoi. Et du coup, au final, nous on travaille avec ce que Decathlon appelle les autres marques internationales, les AMI, et donc du coup dans notre catalogue on n'a pas de friction. On va au moins une fois par mois chez Decathlon pour regarder ce qu'ils font, puisque aujourd'hui c'est une des marques françaises qui innove le plus sur le marché. En retail, ils ont des concepts qui sont vraiment novateurs. C'est vraiment une école pour nous. Où je suis passé aussi T'as bossé à Decathlon? J'ai bossé chez Decathlon, ouais. Okay. Et ça a été une expérience géniale, ouais, carrément. Et mais là quand tu dis on raconte pas la même histoire, il y a pas d'overlap produit, tu pars du principe que j'ai une entrée par produit. Si je veux un Burton ou Decathlon on n'aura pas. Decathlon on n'aura pas. Exactement. Et si je veux aller marcher pendant ces vacances, par activité alors peut-être à tort, on considère qu'un client qui est technique et qui a un besoin vraiment précis dans son usage de chaussures de randonnée par exemple, il va plus aller chez nous ou chez une autre enseigne spécialisée que chez Decathlon, puisque Decathlon fait 13 milliards de chiffre d'affaires dans le monde. On en fait 32, on va en faire 40 millions l'année prochaine, et Decathlon dans son rayon a à peu près 20 à 30 paires de chaussures, quand nous on en a 650. Okay. Donc et puis de toute façon on n'aurait pas les moyens. En fait, c'est pas la même cible. C'est pas la même cible, et de toute façon on n'a pas les moyens de se battre contre Decathlon, donc on peut pas les considérer comme un concurrent. Ce que tu es en train de dire, et je le reformule avec mes mots, mais c'est que tu t'adresses à un acheteur plus mature en termes de technicité. Un acheteur plus passionné. Qui met plus de moyens dans sa passion. Ok. D'accord. Ce que je voulais dire par mature, quelqu'un qui a déjà un peu. Ouais, mais c'est pas forcéément des gens matures qui mettent. C'est pas forcément le débutant, tu veux dire? Ouais, il y a. Enfin, ça peut être le débutant aussi. Ça peut être un débutant qui a envie de se faire plaisir.
j'ai aucune condescendance vis-à-vis des marques de distribution. Je pense que c'est nécessaire et que c'est nos clients de demain qui achètent en primo achat des marques de distribution, mais c'est pas la même enfin voilà, on raconte pas la même histoire aux clients. Nous on bosse en partenariat avec les marques pour vraiment jouer leur marketing, expliquer les valeurs de différenciation par rapport aux produits, les innovations que les marques peuvent apporter sur le marché. Maintenant Decathlon est assez puissant pour pouvoir le faire tout seul, mais on peut pas enfin ouais, je considère pas Decathlon comme un concurrent. Bon, très bien. Pour revenir à la boîte, vous lancez à l'international? Vous vendez à l'international? On fait 40% déjà de notre chiffre à l'international. 40%, vous êtes lancé quand? Dès le début. Dès le début, le site était traduit en anglais. Alors les livraisons. Et où sont vos clients? Comment? Pardon, je t'ai coupé, mais où sont les clients internationaux? En Angleterre, en Allemagne, en Belgique, en Suisse, en Autriche. Et là, on a ouvert l'Italie il y a 10 jours. Donc aujourd'hui, on a 8 noms de domaine différents, avec du coup un site qui est traduit en 5 langues, un service client en 5 langues, ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h, avec des profils internationaux au bureau qui s'occupent de traduire les fiches produits, de faire de la veille pricing sur nos concurrents étrangers, et c'est un vecteur de croissance important pour nous. 40% à l'international, hein, c'est ça. Et vous le faites depuis le début. Ok, c'est hyper intéressant. Pour revenir sur la partie conseil, t'as dit tout à l'heure que tu réponds même sur WhatsApp. Alors c'est un point de détail, mais c'est les gens qui ont votre numéro ou les numéros de personnes chez. En fait, c'est via le. Vous êtes pas en WhatsApp Business? On est en test sur la Suisse, donc il faut avoir une IP suisse pour pouvoir tester. WhatsApp Business. Ouais. En fait, on est client pilote avec Salesforce. On a migré notre système de chat sur Salesforce là dans l'été, et donc du coup on est client pilote sur un plus petit marché pour vérifier que ça fonctionne bien. Sur WhatsApp Business. Oui. Tu peux nous en parler un petit peu? Ou t'as signé un NDA? En fait, c'est assez simple. Quand le client il est en navigation mobile, il y a un onglet une question, nous sommes là, et il ouvre le chat, et au lieu de lui ouvrir la fenêtre de chat, ça lui ouvre une fenêtre WhatsApp où il peut échanger avec nous. Donc pour le client, c'est tout à fait transparent. Dans WhatsApp ou sur votre site, c'est un overlay WhatsApp? Non, dans le client, ça lui ouvre une fenêtre WhatsApp. Mais sur votre site, pas où ça ouvre son application WhatsApp. Ça ouvre son application. Son application WhatsApp, ok. Et donc nous, en fait, c'est traité. On le voit quand le chat s'ouvre, puisque par exemple là pour le week-end du Black Friday, c'est moi qui était en support aussi pour traiter des chats et faire en sorte qu'on n'ait pas trop de temps d'attente. Donc quand le petit pop-up s'ouvre, tu vois si c'est un WhatsApp ou un chat qui est déclenché. Mais nous, la façon de le traiter, elle est ISO, et c'est en gros c'est Salesforce ensuite. Dans Salesforce. Ok. Et les autres moyens de vous contacter, téléphone, Skype. Ouais, on a coupé le SMS parce que justement Salesforce ne sait pas traiter les iMessages de plus de 160 caractères d'Apple. C'est dingue ça. Donc ça nous traitait. Non, mais c'est le truc vraiment tellement. Salesforce ne sait pas traiter à date. Hein, on va pas leur taper dessus, mais les messages. En fait, c'est que les messages de plus de 160 caractères. Exactement. Ça te crée 3 requêtes pour une même requête, et on sait pas les rassembler dans une requête. Enfin, Salesforce ne sait pas les assembler dans une requête. C'est incroyable ça. Et du coup, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, mais le conseil est hyper important, donc d'être présent et de répondre aux clients. Bah c'est notre aujourd'hui. C'est bateau comme question, mais pour acheter cette chaussure de marche ou ce ski et savoir s'il est suffisamment souple pour ma taille et mon poids, par exemple, c'est des questions qu'on vous pose sur. C'est des questions auxquelles on répond toute la journée par téléphone, par mail, par chat, et du coup c'est vraiment notre valeur ajoutée. Et on s'en sert aussi auprès de nos fournisseurs pour leur expliquer quel est notre travail de magasin technique. Les marques qu'on a citées tout à l'heure ont jamais voulu aller dans la grande distribution dans les années 80-90 parce qu'elles trouvaient que c'était à juste titre pas très qualitatif pour leur marque, mais quand les géants du net sont arrivés pour faire du e-commerce, ils ont trouvé ça trop cool d'aller sur Amazon, d'aller sur des acteurs généralistes qui vendaient en ligne. Et nous on trouve pas ça très très cool en fait, et on leur explique. Et tu leur dis. Et on leur dit, et on a tendance à diminuer de plus en plus les achats chez les fournisseurs immatures qui ne comprennent pas quel est le boulot d'un e-retailer spécialisé. Et aujourd'hui, quand
quand tu achètes un masque, par exemple, chez Amazon ou chez Snow Leader, on considère que le niveau d'expérience délivré est pas du tout le même. Amazon fait très bien son boulot en termes de catalogue, de logistique, mais par contre, si tu veux appeler et avoir quelqu'un au téléphone qui t'explique quel est le masque qui sera le mieux à utiliser quand il y a du brouillard et le mieux à utiliser quand il y aura du soleil, avant qu'il y ait quelqu'un chez Amazon qui te réponde, je pense que tu peux passer une journée au téléphone avant que quelqu'un y arrive. Je suis même pas sûr que quelqu'un puisse te répondre. Ouais, voilà. En vrai. Peut-être ils solliciteront leurs clients pour pouvoir le faire via le système de Q&A dans les fiches produits. Mais chez Snow Leader, c'est vraiment une de nos valeurs ajoutées, c'est que t'appelles, t'as quelqu'un qui tient la route, qui répond au téléphone. C'est pas un call center qui est localisé dans un pays lointain où on te répond. C'est vraiment sur les 105, vous êtes combien à faire de la relation client, du support client? Au final, on est beaucoup puisqu'on a à peu près 20 personnes qui sont vraiment service client de niveau 1, on va dire. Donc c'est tout ce qui est questions administratives. Où est mon colis? J'ai un problème, ma carte, machin. Donc c'est vraiment le premier niveau. Et ensuite, tous les acheteurs sont amenés, y compris les responsables des achats, à traiter les demandes de clients dès lors qu'elles arrivent. Tous les acheteurs chez Snow Leader, les acheteurs de produits chez Snow Leader. Oui. Okay, ouais. D'accord, il y a des choses que vous remontez aux distributeurs de temps en temps, aux marques, pardon. Ouais, bien sûr. Ouais. Ok. Et tu me disais, et on complète les fiches produits en direct, parce que s'il y a une question qui arrive trop souvent sur un produit, ça veut aussi dire que peut-être l'information elle est pas assez bien rédigée dans la fiche produit, et donc si c'est un acheteur qui le traite, il a la capacité à tout de suite réagir et à corriger son contenu dans sa fiche. Ok. L'international s'est fait de manière organique? Vous avez ouvert des pays avec des responsables pays Non, et mais une communication spéciale? On a cette particularité d'avoir été toujours à peu près rentable. Pour faire 40 millions d'euros de chiffre d'affaires, on a levé 2,5 millions. Donc comparé à nos cousins sur d'autres verticales, notre développement est assez atypique, on va dire. 2,5 millions levés. Oui. Avec des investisseurs, avec la BPI, avec des investisseurs. Et la BPI a été un des investisseurs sur le deuxième tour de table. Ok. Mais le montant du cash levé vis-à-vis du chiffre d'affaires généré en face, ouais. Dans l'e-commerce européen, on est plutôt fiers de cette performance. Donc du coup, le développement, il s'est fait vraiment de façon comment je peux te dire ça? Un sou est un sou, donc quand on crée un poste, il faut qu'on ait le budget et qu'on ait une espérance de gain derrière. Donc on embauche une personne qui s'occupe qui a un profil un peu hybride au départ, qui s'occupe à la fois de l'aspect contenu, traduction et du suivi du pricing. Puis quand le site est prêt, on met en place une équipe de service client qui permet de tenir l'amplitude horaire. Et quand le business se développe, on va créer un poste marketing et un poste plutôt business. Pour le pays ou la zone de pays en question. Exactement. Et aujourd'hui, c'est combien de personnes, du coup, l'international? L'international, alors on a un peu splitté les BU, donc on a 6 personnes qui s'occupent vraiment de l'aspect traduction, pricing, contenu. Ok. Et ensuite, au marketing, on redécoupe, on va dire, les postes, et on essaye de plus en plus de trouver des profils qui parlent au moins 2 ou 3 langues pour pouvoir être opérationnel sur les différents marchés. Donc ça fait partie un peu de et on crée les postes en fonction des profils qu'on reçoit. Donc si on trouve quelqu'un qui parle allemand et italien, par exemple, et qui est plus doué en emailing que en acquisition client, on va essayer de redécouper nos postes pour faire en sorte que on arrive à lui donner. Ouais, vous restez agile, quoi. Okay. Exactement. Ok. On fait une petite parenthèse. Black Friday, on est le 4 décembre, je crois, ou le 5. J'ai une bêtise, le 4. Non, le 4, le 5, c'est la grève. Le 5, c'est la grève, c'est ça, ouais. Black Friday vient de se terminer. Si vous écoutez cet épisode ce week-end, super. Si vous l'écoutez dans 3 mois, voilà pourquoi je resitue. Comment ça s'est passé Black Friday? Qu'est-ce que vous avez fait? Comment vous l'avez mené? Alors, le Black Friday, on l'a mené déjà très en amont avec nos fournisseurs. Parce qu'aujourd'hui, une des grosses problématiques pour le retail dont aucun média ne parle, c'est que parlons-en, c'est que le Black Friday coûte en marge aux retailers des montants énormes. On marge comment dans ton industrie? On marge aux alentours de entre 35 et 40% en marge brute. Ok, t'achètes un produit 100, tu le revends 135. 150 parce qu'il y a la TVA entre temps, mais voilà, peu ou prou, c'est ça. D'accord. Et
Donc pardon, Black Friday coûte cher coûte très cher aux retailers et du coup nous on essaye vraiment de faire en sorte que les fournisseurs protègent un certain nombre de produits des opérations qui peuvent avoir lieu. Parce que déjà on a le malheur que le Black Friday tombe pour nous en pic de saison. Donc quand tu vends des barbecues ou des salons de jardin, le Black Friday t'impacte moyennement. Quand tu vends des matériels de sport d'hiver, voilà, c'est pas la meilleure des périodes. Ok. Donc on essaie vraiment de bosser en amont avec sur les produits qui sont carry-over, de les exclure. Mais c'est un boulot de titan puisque aujourd'hui la concurrence elle est européenne, elle est plus que française. Donc ça demande vraiment une prise de conscience des fournisseurs très en amont du coup tu discutes avec Burton pour leur dire essayer de pas faire alors Burton c'est un des cas d'école. Ouais. Burton est exclu de toute offre promotionnelle jusque quasiment les soldes de Noël. Non, même pas jusque vacances février. OK. Et ça les empêche pas de faire de la croissance et attends, et t'exclus, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que on a une mention sur les fiches produits du site et dans le catalogue où on dit ce produit-là, vous le trouverez jamais en promo. C'est super parce que ça enchaîne sur la question suivante. T'as vu ces dernières années une évolution des comportements de consommateurs qui attendent le Black Friday? C'est vrai que quand t'as cette opération qui est tellement commerciale 3 semaines avant les vacances, si je veux acheter des skis, j'attends quoi. Ouais, c'est pour ça que du coup on a créé cette mention. Puisque du coup on l'affiche dès début septembre et du coup les clients qui voient cette mention n'attendent pas le Black Friday pour commander sur le site. Donc nous on reçoit les produits de sport d'hiver dès le 15 juillet sur le site et on a vraiment comment je peux dire ça? Il faut qu'on arrive à faire du business avant le Black Friday parce qu'on a des échéances à payer, on a des salaires à payer et on peut pas se permettre d'attendre que de jouer notre saison sur 4 jours et donc on a besoin de marques qui expliquent aux consommateurs qu'elles sont pas en mesure de leur offrir des prix que ça on peut pas quoi. Où est la mention? Elle est au niveau du catalogue, elle est sous la photo et dans la fiche produit, elle est juste sous le prix. Donc si tu vas sur n'importe quel board Burton par exemple, produits non soumis aux offres promotionnelles. Alors c'est pas pardon, j'ai lu ce qu'il y a sur en dessous du prix, c'est pas évident, enfin c'est pas très mis en avant mais c'est là quoi, c'est écrit. OK, donc il y a des marques qui se protègent, que vous protégez des réductions et pour celles ou des offres promotionnelles et pour celles qui pour celles qui ne font rien, on leur demande de participer à la décote. OK. Il est on va dire que pour les marques textiles, il est la décote pendant les soldes est pris en charge de façon assez historique par les fournisseurs, tout du moins sur la première décote. Et compte tenu du pourcentage de produits qui sont écoulés pendant le Black Friday, on leur demande d'appliquer la même démarche puisque nous, on n'est pas en mesure seuls de supporter ce coût, cette perte de marge qu'on subit. Mais alors, tu me l'as dit quand on préparait l'entretien, mais tu m'as dit que maintenant vous préparez Black Friday, enfin en tout cas les offres promotionnelles, beaucoup plus tôt dans l'année. On les prépare 1 an à l'avance. En fait, donc on a un cycle qui est particulier. C'est hyper particulier, effectivement. Comment ça, 1 an à l'avance? En fait, tous les produits qui sont là, par exemple, on est en train de finaliser nos achats textiles pour l'hiver 2021. D'accord, mais tu sais pas d'ores et déjà ce que tu vas vendre. On dit à ce moment-là avec les marques les produits qui seront les produits ou quelle sera la politique de la marque pendant le Black Friday. D'accord. C'est un élément pas essentiel de la négo, mais c'est un des points durs de la négo. Ok, mais tu sais pas aujourd'hui ce que tu vas vendre pendant Black Friday l'année prochaine en termes de quantité. Non, mais par contre, compte tenu des délais de production des marques qui sont essentiellement basées en Asie, nous on a une contrainte, c'est qu'au 10 décembre, on doit avoir rendu 50% de notre carnet de commandes de l'année prochaine. Mais quand tu leur demandes de faire un effort, tu leur fais un rapport après le Black Friday en disant je leur dis voilà, sur 100 produits achetés, on en a écoulé 10 pendant le Black Friday, donc on a besoin d'une aide sur ces produits écoulés à ce moment-là, puisque vous bénéficiez quelque part de l'attractivité commerciale de cette opération. Soit vous nous aidez, soit vous n'êtes pas pendant l'opération, mais on n'achètera pas 100 alors. Ok, et ça se fait partie de la négo. Exactement. C'est une négo qui doit pas être facile à avoir. Non, parce que les fournisseurs ont mis du temps à comprendre. Je pense qu'ils ont assez vite compris, mais en tout cas, ils ont mis du temps à réagir sur quelle était l'importance du Black Friday, nous, dans nos écoulements. Ouais, ok.
Et quelle opération vous avez faite? Des réductions? On a fait une réduction sur produit catalogue de moins 15% en dessous de 300 euros et de moins 20% au-dessus de 300 euros. Ok. Pour travailler sur notre panier. D'accord. Moins 15% en dessous de 300 euros et Exactement. 20% au-dessus. Et sur des produits qui étaient en stock, en catalogue. Ouais, C'est pas des vieux produits que vous ressortez ou des non, c'est invendus. vraiment pour le coup on le fait de façon très propre. C'est vraiment le catalogue hiver. Et sans gonfler les prix, parce que j'ai appris qu'il était légal, enfin en tout cas pas illégal. T'as le droit de le faire pendant le Black Friday, mais pas pendant les soldes. Ouais, c'est complètement. Mais le législateur a toujours beaucoup d'avance, c'est bien connu. Ok, comment vous en avez fait la promotion du Black Friday? Black Friday, bah du coup c'est campagne d'emailing, réseaux sociaux, nos leviers d'acquisition payants. Mais tu le pousses particulièrement ou Alors déjà, tu le fais parce qu'il faut le faire? On appelle ou pas ça le Black Friday, on appelle ça le White Weekend. le White Weekend, ouais, jour blanc. Ouais, exactement, parce que du coup on trouvait que c'était un peu triste d'appeler ça le Black Friday quand on est un magasin de sport d'hiver. Et on le traite comme une opération commerciale traditionnelle entre guillemets avec tous nos leviers classiques. On n'en fait pas plus. On a juste un dispositif qui est plus important en back office parce qu'on a un niveau de trafic et de volume à traiter qui est très important sur ce week-end. Ok, entendu. Je reprends un tout petit peu l'histoire. Et donc un jour vous ouvrez des boutiques physiques. Je crois que c'est en 2015. Exactement. Pourquoi Pour tout un tas de raisons. Au départ, déjà il fallait qu'on déménage notre petit entrepôt. On avait installé notre stagiaire parce que du coup on était un peu à l'étroit parce qu'on était une quarantaine maintenant dans le bureau de la stagiaire. Et en fait, quand on a l'accord pour du financement pour notre siège social actuel, la communauté d'agglo dans laquelle on s'installe nous dit bon par contre, ok, on vous vend le terrain, mais il est interdit de recevoir des clients particuliers dans votre bâtiment. Et nous, en fait, comme on était sur la route du Grand Bornand, bah tous les clients, quand ils montaient le vendredi soir ou le samedi matin, ils avaient pris l'habitude de venir commander dans notre petit bout de showroom qu'on avait installé juste en dessous du bureau de la stagiaire. Ok. Et donc il fallait qu'on trouve une solution pour maintenir ce contact physique qu'on avait établi de façon très informelle avec les clients. On avait mis un petit bout de showroom, un petit bureau, un frigo avec des bières, toujours notre blochon pour les clients qui voulaient s'arrêter. Et donc dès qu'on a eu l'accord de financement pour le nouveau bâtiment, je suis allé acheter une boutique 5 minutes après en ville en disant bon allez acheter une boutique. Acheter une boutique, ouais, okay. Acheter un fonds de commerce, quoi, pas les murs, hein, mais du coup, voilà comment c'est parti. On s'est dit, on a créé un lien avec les clients qu'on veut pas perdre, et voilà, c'était le moment où il fallait essayer d'aller tester un peu le retail pour voir si on en était capable. Et puis ça donnait vie à l'enseigne pour beaucoup de gens. Le monde de l'outdoor, le monde de la montagne, d'un point de vue digital, c'est pas forcément une communauté qui est très en avance. Et le fait qu'on soit en mesure d'ouvrir une boutique dans un centre-ville, ça a vraiment libéré les esprits de pas mal de fournisseurs en disant ok, on a affaire à une enseigne qui se développe, qui tient la route et qui a les reins solides. Et donc aujourd'hui, il y a 3 boutiques. Ouais. Donc Annecy qui a été la première, Chamonix qui a été la seconde, et Lyon qui a ouvert il y a un peu plus d'1 an, en avril 2017. Et donc on continue de chercher des nouveaux fonds de commerce. Paris est notre ville cible puisque c'est là où on a le plus de clients aujourd'hui en Europe, mais on a d'autres villes aussi où on est fortement implanté, et donc on cherche des fonds de commerce pour continuer à développer ce réseau. Bon, à bon entendeur. Pourquoi ouvrir des boutiques? Pourquoi s'en péter? Alors, ok pour la légitimité, pour voir des clients qui passaient au showroom avant et qui passent maintenant en boutique. Ouais, c'est quand même complexe le physique. C'est très complexe le physique, mais pas plus que le digital. Hein. C'est juste que c'est. Je vais reformuler ma phrase parce que ça peut être hyper mal interprété, mais vous m'avez compris. Mais déjà d'une façon très mathématique, dans notre secteur d'activité, le e-commerce fait à peu près 15 à 20% de chiffre d'affaires. Donc ça veut dire que le retail en fait 80 dans l'industrie, hein, dans votre verticale. Dans les sports de plein air, on va dire. Ok. Et donc 15, 85, c'est ça? 15 à 20, donc 15 à 20 et 80%. Ouais, okay. Donc on pouvait pas laisser entre guillemets ce device sans y être présent. Et il y a des choses, même si on est très bon
en digital, la meilleure des boutiques de e-commerce n'arrivera pas à faire certaines choses qu'on arrive à faire dans une boutique physique. Je prends un exemple. Dans toutes nos boutiques, on a un atelier de customisation des chaussures qui permet de faire une semelle, d'élargir la chaussure si jamais elle est trop petite pour son pied. Ça, je mets au défi. Ça s'élargit une chaussure. Ça s'élargit une chaussure. De ski. De ski. Même une chaussure de randonnée, tu peux. Ah, mais une chaussure de randonnée, on peut mettre une forme, on peut pousser. Voilà. Mais une chaussure de ski, il y a quand même C'est des pareil. plastiques durs. Ouais, mais justement, c'est plus facile à faire sur du plastique dur que sur une chaussure de rando. Mais tu peux mettre une semelle, tu peux faire un chausson. On peut te mesurer ton pied pour te dire quelle va être la chaussure la plus adaptée à ton pied. Et ça, je mets au défi même les structures e-commerce les plus rentables d'arriver à faire ça en ligne. Ouais. Exactement. Donc les boutiques, elles ont cette vertu-là. Et les boutiques, elles ont aussi une autre vertu, c'est que c'est vraiment un point de contact avec nos clients. Ça nous permet d'organiser des soirées, de leur faire tester des produits, de les réunir lors d'événements. Et ça, dans une zone industrielle où on a notre stock et nos bureaux, c'est quand même moins cool que dans le centre-ville de Lyon, Évidemment. où on a beaucoup de clients, quoi. Tu peux faire de l'événementiel aussi, j'imagine. On fait de l'événementiel, franchement, on s'en sert. Les boutiques, c'est vraiment un lieu de rencontre. Elles ont plein de vertus. Donc 3 boutiques, et vous essayez d'en ouvrir d'autres. Sur les 32 millions de CA l'année dernière, tu as une idée du volume de CA qui était en boutique? Ça représente 4-5%. 4 à 5%. D'accord, donc ça reste marginal. Et en termes de coûts? Mais c'est normal, ça représente. Oui, bien sûr, il y a plein la de couverture géographique. Une boutique, sa zone de chalandise, elle est limitée. Mais après, les boutiques, comme encore une fois, elles ont d'autres vertus. C'est un point de click and collect qui nous permet d'offrir de la livraison gratuite à nos clients dès lors qu'ils viennent récupérer leurs commandes dans une boutique. On mesure aussi via notre outil de CRM le chiffre d'affaires qu'on développe sur la zone de chalandise en e-commerce. Donc on n'a pas une lecture dogmatique Excel financière de la boutique. Les 4 à 5%, c'est acheté en boutique. Hein. C'est acheté en boutique et ce qui est commandé en boutique. Donc on a des ordinateurs en boutique puisqu'il y a beaucoup de clients qui viennent acheter en boutique avec l'aide d'un vendeur sur les ordinateurs qui sont installés dans les boutiques. Ok, pour se faire aider, choisir le bon produit parce que tous les produits sont pas disponibles. Les produits sont pas disponibles, on n'a pas d'atelier de montage de ski et on n'a pas toutes les tailles, on n'a pas tous les modèles. Donc, mais les clients sont contents d'avoir ce rapport humain avec le vendeur qui les aide, qui les conseille. En gros, c'est comme si on était à la maison et qu'on avait un vendeur au téléphone. Là, on vient à la boutique, on boit son petit café, et on a un vendeur qui est à sa dispo pour pouvoir faire sa commande. Ok, ce qui était un peu le cas, si je me souviens bien, de Bonne Gueule quand ils avaient ouvert leur première boutique, qui était vraiment de l'accompagnement et du conseil comme faisait le média initialement. C'est un super épisode que je vous recommande, épisode 10, je crois, ou 9, je sais plus, mais avec Geoffrey de Bonne Gueule. Ok. Est-ce que dans votre développement, là, sur ces 11 dernières années, il y a eu quel est le tipping point selon toi, donc le moment d'inflexion de ta croissance en termes de chiffre d'affaires? Le développement l'ouverture de la première boutique à Annecy, il y a vraiment eu une accélération, à la fois côté client comme côté fournisseur. Comme je te le disais tout à l'heure, les fournisseurs on se sont dit ah ouais. En fait, ils existent. En fait, je peux aller les voir maintenant. C'est dur, quoi. C'est un billet cognitif rigolo, ça. Exactement. Donc, parce qu'un fournisseur, il fait du coup assez linéairement, j'imagine, 95% en ligne de vente chez vous et 5% en boutique. Complet, mais du coup, mais là maintenant, t'existes, quoi. C'était tellement drôle. En 2015, quand on a ouvert la boutique, on a réalisé notre seconde levée de fonds. On a mis en ligne la nouvelle version du site qui était multilingue, multidevise et qui était vraiment une grosse refonte de notre plateforme. Et on a mis en construction notre nouveau siège social qui était quand même un investissement lourd. Construction. En construction. Donc vous avez acheté un terrain et construit. Exactement. Ouais. Ok. Donc c'était 4 gros projets vraiment, tu vois, très chronophages qui étaient durs à sortir. Levée de fonds, site, siège et ouverture de boutique. Et ouverture de boutique. Ouais. Et d'un coup, vous êtes une vraie boîte. Et ouais, mais du coup, tout le monde m'a parlé que du shop. Alors que moi, ça faisait, j'étais en recette jour et nuit sur la nouvelle plateforme. Je me battais pour que l'entrepôt il ouvre en temps et en heure parce que sinon on avait plus de place pour mettre nos collaborateurs. Et je m'écharpais avec les financiers pour réaliser une levée de fonds qui se fasse dans de bonnes conditions. Et tout le monde m'a parlé du truc de la vitrine, quoi. Ouais. Ouais, mais c'est intéressant. J'étais content, mais les fournisseurs passaient leur temps à venir voir au shop, alors que, comme tu le dis, en termes d'écoulement, quand on a ouvert la première boutique, 99% se faisait en ligne. Et jamais, on a des fournisseurs qui passaient leur temps en boutique, qui jamais n'avaient
n'étaient allés voir leur page marque sur Snow Leader. Ok. C'est quoi ton plus gros challenge aujourd'hui? Mon plus gros challenge, vous faites 32 millions, si vous gardez la même croissance, vous ferez 45 l'année prochaine. Ça va pas te faire rêver, hein, mais le plus gros challenge, c'est d'arriver à avoir assez d'espace pour traiter nos croissances en termes de logistique et de bureau. Ouais. On vient d'Annecy, un endroit où le foncier est très très cher et où les gens sont très très attachés à vivre à Annecy, et c'est une tannée de trouver du foncier pour pouvoir construire un nouvel entrepôt ou louer un nouvel entrepôt, peu importe. Même en s'éloignant du lac. Ouais. C'est très compliqué. Et on a vraiment des grosses difficultés pour ça. Et la plus grosse des difficultés, c'est de recruter, de fidéliser les collaborateurs, puisque l'autre spécificité d'Annecy, c'est qu'on a Genève qui est à côté, et du coup, je sais pas, il doit y avoir ça doit être le goût du chocolat, je présume, qui attire autant le tropisme du chocolat genevois. Non, on a un delta de niveau de rémunération entre la Suisse et la France qui est énorme, et qui fait que c'est dur de continuer à être rentable, de bien payer ses collaborateurs et de faire en sorte de leur donner des challenges qui leur donnent envie de rester, quoi. Mais il y a des moments où on peut pas se battre. Il y a quasiment un ratio de 1 à 3 entre la rémunération. Mais c'est l'enfer, parce qu'en plus il y a énormément aussi de gens qui travaillent en Suisse mais bossent en France, du coup ça fait augmenter le prix des terrains, des maisons. Oui. Donc tu perds sur les deux tableaux. Ouais, exactement. Donc c'est ça ton plus gros challenge aujourd'hui. Ouais, franchement. Ouais. Vous avez du repeat business? Oui. Tu connais son on est à peu près à un quart. Il y a combien de clients par an, pardon, je t'interromps, mais c'est je pourrais avoir. Alors ça progresse sur la dernière année. On a eu en nouveaux clients, je vais pas te dire de bêtises, mais on a dû avoir à peu près 110 000 nouveaux clients de mémoire. Sur cette dernière année? Ouais, sur les 12 derniers mois. Et combien de clients en tout? Et combien de clients en tout sur les 12 derniers mois? On doit être à 300. Je pense qu'on va finir à 300 sur 290, 300 sur les 12 derniers mois. Ok, donc je tire le trait, c'est 100 000 nouveaux clients sur 300 000 clients en tout, donc 66% de repeat business. Exactement. Et génial. Ils ont quel âge tes clients? Quel âge sur le site? Ils ont fait combien de commandes? Alors ça, encore une fois, les stats elles progressent tous les ans, donc je veux pas te raconter de à date, je crois que le nombre moyen de commandes, ça doit être 3, je sais plus combien, 3,5. Entre 3 et 4. Exactement. Commandes. Et 2/3 de clients récurrents cette dernière année. Et le panier moyen, tu le connais sur le... Ouais, mais ça, je le donne pas. Ça, tu le donnes pas sur les 2 saisons. Mais il est plus élevé du coup en hiver, c'est ce que tu nous disais tout à l'heure, d'à peu près 20% si je tire les chiffres que tu m'as donnés. Mais ok, ça nous donne juste des ordres de grandeur. Est-ce qu'il y a des moments où vous êtes planté en 11 ans? Ah bah ouais, qu'est-ce que t'as fait comme erreur et qu'est-ce que t'en as retenu? Qu'est-ce que j'ai fait comme erreur? J'ai construit un bâtiment trop petit. J'ai construit un bâtiment sur la parcelle qu'on a bien voulu me vendre dans un parc d'activité. On a voulu sur la partie commerce. Sur la partie commerce, le truc vraiment où on s'est vraiment planté, c'est on a voulu lancer un site en marque blanche pour une grosse agence de voyage, et ça a pas du tout fonctionné. J'étais persuadé de ce truc-là, que ça allait être un truc en marque blanche, c'est-à-dire. En fait, on est partenaire d'Alibert Trekking, qui est un tour opérateur de voyage spécialisé dans tout ce qui est outdoor. H-A-L-I, c'est ça? Alibert? Non, c'est A. Alibert, ouais. Ok. Et donc en fait, on a voulu, on leur a proposé de construire une boutique Alibert Trekking, qui était un snow leader marque blanche Alibert, dédié pour les clients d'Alibert. Et ça a été un bid déjà à gérer, ça a été l'horreur parce que on n'avait pas du tout prévu l'infra pour faire une marque blanche, et ça a été un bid monumental en termes de chiffres, parce que les clients Alibert, c'est des clients qui ont un pouvoir d'achat qui est élevé, mais ils sont en fait déjà suréquipés. Le prix moyen du séjour est très élevé, et donc leur renouvellement de produits était plus faible que nos clients habituels, donc ça a été un bid. Ok. Et vous le referez pas? On le refera pas, non. Vous produisez pas de produits, vous? Si on commence. Ah bah oui, pour Rancho. Et on va y venir dans 3 minutes. Mais pas que. On a aussi des produits sous notre label propre. Le t-shirt que j'ai aujourd'hui, par exemple, tu vois, c'est un t-shirt Snow Leader.
capsule Made in France qu'on a sortie avant le Black Friday justement pour apporter un peu de dynamisme dans nos ventes. Donc on a sorti toute une capsule avec des charentaises, des t-shirts, des caleçons. Qu'est-ce que ça s'appelle une capsule? Une capsule, c'est une collection éphémère qui a pas vocation à être mais qui est estampillée Snow Leader. Exactement. Ok. Pourquoi vous avez fait ça? Bah nos fournisseurs deviennent de plus en plus retailers. Et donc, nous, on devient de plus en plus fournisseurs. Au fournisseur. Exactement. Et tu mettais une meilleure maîtrise de la marge aussi, quoi. Ça, franchement, c'est pas le but. Et de tes stocks, c'est pas le but. Non. Okay. Le but, c'est au départ, on a fait un festival, la marque Snow Leader en produit. Elle est née un festival à Annecy qui s'appelle le High Five, qui est un festival du film de ski. On s'était fait des t-shirts pour nous et du coup les clients nous disaient putain où est-ce qu'on peut trouver le t-shirt et tout. On se dit oh putain ok on va essayer de faire des t-shirts et puis après dans les boutiques on a fait un petit meuble où on avait nos produits à nous. Donc on a fait des bâtons, des gourdes. Ouais, aujourd'hui c'est dans notre top 20 facile de chiffre d'affaires quoi. Donc on a embauché une top 20 de marques. Ouais. Ok. Sur combien de marques en tout? Sur 400 et des boîtes. Ok, d'accord. Et c'est quoi le foot traffic? Tu le connais le nombre de personnes qui passent dans les boutiques? Oui. Tu peux le donner ou pas? Oui, je peux être le. En fait, le bout de ma pensée, c'était que en fait, du foot traffic et des boutiques, c'est bien pour tester des choses, justement, des produits, plutôt que de les cacher sur ton site et de les mettre à la une pour voir si ça marche. Les produits ils sont pas cachés sur le site. Non, bien sûr, merchandising très en avance. Mais non, franchement, les boutiques, on s'en sert pas pour des tests. Non. On préfère tester sur le site, c'est là où ça a le plus gros potentiel de conversion que de le limiter à une boutique. T'as quel volume de trafic sur le site? Ça non plus, je communique pas dessus. D'accord. Et vous êtes sur quelle plateforme actuellement? On est sous Magento. Magento 1, Magento 1.9, c'est ça? C'est la version Enterprise 1.13. D'accord. Et ça, vous l'avez fait quand? 2015, la dernière grosse refonte technique. Est-ce qu'il est prévu de le refondre dans les prochains temps? Ouais, on travaille dessus. A priori sous Magento 2. Donc voilà, c'est une des. T'as un retour d'expérience sur Magento? Ouais, on fait partie. Il y a tout et son contraire sur toutes les plateformes, donc je cherche à comprendre. On fait partie du QMF, je sais plus ce que ça veut dire, mais bref, c'est les utilisateurs de Magento, le club des utilisateurs de Magento entreprise en France, je crois, ça s'appelle. QMF, club des utilisateurs Magento en France. Ouais. Ok, QMF. Magento entreprise. Ok. Et ouais, pour l'instant, nous, les retours qu'on a de Magento 2 en non hébergé sont plutôt positifs. Et quelles sont les frictions et les wins, qu'est-ce qui t'a plu sur Magento actuellement? Ce qui nous plaît sur Magento, c'est qu'au final, on est quand même assez libre de nos idées. Alors certes, c'est un peu long et fastidieux en développement, mais on n'a pas de contraintes ou de points de blocage comme d'autres CMS peuvent en avoir. Mais encore une fois, ça, pour le coup, c'est propre à chaque marchand. Nous, on est multimarque, on fait de la customisation de produits. Enfin voilà, chaque marchand a ses problématiques et il n'y a pas un CMS qui est mieux qu'un autre. Il y a un CMS qui est plus adapté qu'un autre pour une problématique donnée, quoi. Ouais, tout à fait. Mais vous restez sur Magento, c'est une expérience positive. Pour l'instant, on n'a pas tranché encore. Vous n'avez pas tranché encore, mais il est fort probable que vous passiez sur Magento 2, quoi. C'est une upgrade. Passer de Magento 1 à Magento 2, c'est une refonte à peu près complète, hein, parce qu'il y a part de zéro. Hein, c'est pas une upgrade, hein, on peut pas simplement switcher, enfin faire une mise à jour, disons. Ok, vos fiches produits elles ont beaucoup évolué ces 11 dernières années, j'imagine. On a beaucoup travaillé sur au départ, on avait 3 fiches produits. Donc pour les gens qui connaissent Magento, produits simples, produits configurables et produits bundle, qui est ces produits packagés qu'on propose aux clients. Et on s'était limité à ça en termes de construction ergo design. Et donc maintenant, on les a vraiment travaillés par groupe d'attributs produits parce qu'on raconte pas la même chose sur une paire de skis que sur une gourde. Et donc on a adapté nos fiches produits au groupe d'attributs pour avoir des templates qui soient le plus adaptés possible à la typologie des produits.
et au pays, puisque du coup les informations qu'on recherche dans certains pays sont pas les mêmes qu'on recherche dans d'autres, quoi. Et du coup, l'optimisation du site sur Magento 2 et les développements se font en interne ou en externe? Non, on fait tout en externe. Tout en externe. On a en interne, on a uniquement, alors on a beaucoup de compétences en interne parce que on gère notre logistique, on a internalisé un peu de développement dans notre WMS de log, mais du coup sur la partie WMS, Warehouse Management System, mais du coup sur la partie technique, on a des chefs de projet qui s'occupent de rédiger des specs et de gérer la mini intendance sur le site, mais tout ce qui est vraiment dev lourd à externaliser. Est-ce que tu as une idée du budget que vous dépensez chaque année en optimisation, mise à jour, maintenance du site? Oui, mais je le donnerai pas non plus. Tu le donneras pas non plus. Bon, très bien. Ok, donc Magento 2, Salesforce sur la partie CRM, tu l'as dit tout à l'heure. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres outils dont vous pourriez pas vous passer pour la gestion e-commerce? Notre ERP, qui est quand même un des cœurs du réacteur, qui est Sage, qu'on utilise. Sage, Salesforce, Magento 2. Voilà. Et enfin, du coup, pour notre logistique, notre WMS s'appelle Log and Track. Voilà, qui est Vous en avez testé plusieurs? Au cours des années, des WMS, des gestions de warehouse? Non, franchement, on a eu de la chance de tomber sur des bons partenaires quand il a fallu migrer de OS Commerce à Magento. Mais l'architecture du SI, on a fait des montées de version, mais elle a pas évolué depuis longtemps, puisque les outils qu'on étaient a bien choisis et bien implémentés du coup. Bien implémentés, ils étaient surtout scalables pour monter en cadence avec nous, quoi. D'accord. Dernière partie, puisque le temps file, mais dernière partie, et qui est pas la moindre et pas la moins intéressante, c'est la com. Vous êtes assez différent, vous faites des choses originales, comme on voyait des reblochons d'ailleurs. Quelle est ton approche de manière générale, en prenant un peu de hauteur sur la partie contenu? Mon approche d'une manière générale, elle est de faire en sorte que SnowLeader soit une marque et pas simplement une enseigne. Et à ce titre-là, tous nos investissements qu'on fait en marketing et en communication visent à faire en sorte que le client achète chez nous sans comparer les prix avec d'autres retailers. C'est vraiment un point sur lequel on a axé notre stratégie il y a maintenant 3 ans, 4 ans. Un lendemain, je sais plus quand c'était. Boîte de nuit encore? Non, pas boîte de nuit. On vieillit, du coup, on y va de moins en moins parce qu'on a moins d'énergie le lendemain. Une année difficile, enneigement, il faisait pas froid, il faisait très chaud à Noël, tout le monde pétait les prix, notre rentabilité s'effondrait, on s'est dit mais putain, mais on perd notre ADN, qu'est-ce qu'on a à raconter en quoi on est différent vis-à-vis de nos clients et comment on peut faire en sorte de leur donner envie d'acheter chez SnowLeader sans qu'on soit les mieux disants en termes de prix. Et donc on a vraiment mis en place un plan pour refondre notre système de fidélité, chercher des solutions pour être différents, pour donner envie aux clients d'acheter chez nous, même si la différence de prix elle était minime. Mais on a besoin de ces mini euros de différence pour pouvoir être rentable, pour pouvoir continuer à se développer, pour pouvoir être maître de notre développement. Et du coup, ça se traduit comment? Ça se traduit comment? Notamment la création de notre magazine papier qui s'appelle Mountain Spirit, qui est depuis cette année traduit en anglais et en allemand. La première année où on l'a lancé, c'est le plus gros tirage de presse spécialisée montagne, puisque on a tiré à 100 000 ex pour la première année. D'accord, 100 000, c'est un vrai exemplaire. C'est un vrai magazine. C'est un vrai magazine, 52 pages, c'est pas une brochure. Okay. Qui la première année était asilée dans tous les colis français, puis la deuxième année asilée, mis offert dans les colis. La deuxième année, on l'a mis en kiosque, et on a eu un taux d'écoulement qui était honorable par rapport aux autres titres du marché. Et en plus, comme c'est des billes annuelles, les numéros invendus partent pas au pilon, et ensuite ça nous permet on les met dans les colis sur la fin de saison. Donc on n'a pas de destruction. Et comme tous les magazines partent. Et du coup, 100 000 la première année, en tout, ça fait combien sur les 3 exemplaires?
Sur les 3 exemplaires, on doit être à plus de 300 000 exemplaires là, je pense, même à plus avec les étrangers maintenant. Mais c'est un travail énorme hein, de C'est un créer un travail magazine énorme. de 50 pages. Alors on se fait aider avec tout contenu. par une maison d'édition qui est une maison d'édition. Mais qui fait aussi la partie copywriting. Non, contenu. le contenu, elle nous aide sur la partie contenu, Ouais. mais c'est plus un rôle de conseil. Sinon, la production du contenu est faite par les équipes en interne et par les athlètes avec lesquels on travaille, qu'on appelle la Robloch Team. Et du coup, c'est un peu comme Rancho au final, plutôt que de juste mettre notre logo ou un sticker sur leur casque, on les intègre dans notre développement en leur disant bah voilà, nous ce qu'on veut c'est que on veut bien te sponsoriser, t'aider, mais par contre ce qu'on te demande en retour c'est de produire du contenu. Voilà la ligne éditoriale qu'on a prévue dans le magazine, quels sont tes projets, bah voilà, OK, tac, on met en place cette histoire quoi. Ok. Tu as une idée du coût que ça représente? Oui. Et tu ne Mountain Spirit, pardon. Et tu me le diras pas. Mais je te dis plein de trucs, hein, mais des trucs que moi j'ai pas trop envie de. C'est un. Pardon, je suis désolé. Oups. Voilà, c'est bon. Excusez-moi, un téléphone qui vibrait. Tout est bon. Non, la réflexion que j'avais, c'est que c'est un travail énorme de faire. On travaille beaucoup avec l'édition et les médias chez Cosa Vostra. C'est un travail énorme de faire ça. Est-ce que je me pose la question de la rentabilité. Quand t'achètes un euro de pub sur Insta, Facebook ou Google, tu sais à peu près combien ça te rapporte. Ah bah oui, clairement. Mais là, c'est plus compliqué. Alors ça permet de raisonner, mais il s'appelle même pas Snow Leader en plus. Non, il s'appelle, c'est vraiment un. Bon, on écrit dessous le magazine des. Alors voilà, Mountain Spirit, juste en dessous sur la tagline du magazine, il y a écrit le magazine outdoor de Snow Leader. Exactement. Mais le but est pas de, comment je peux te dire ça. On peut pas avoir que des investissements marketcom qui soient héroïstes. Donc on a vraiment 2 typologies d'investissements. On mesure nos investissements héroïstes, mais on se permet aussi d'avoir des investissements de notoriété pure. Parce que on se rend compte aussi lors de moments d'échange avec nos clients de l'importance de ces petites actions qui nourrissent la relation avec nos clients quoi. Donc il y a Rancho, il y a Mountain Spirit. Est-ce que tu as d'autres exemples? Le Snow Leader Mountain Test qui est un événement qu'on organise Snow Leader Mountain Test. Exactement, okay. Qu'on organise à Valto l'avant-dernier week-end de la saison. Donc Val Thorens pour ceux qui. Exactement, Val Thorens. Station de Savoie, 2300 mètres d'altitude, neige assurée. Qu'est-ce que vous faites au Mountain on privatise le centre UCPA, donc on a à peu près 500 lits, et du coup on invite nos clients à venir partager un week-end avec nous et à tester le matériel de l'année prochaine. Il faut dépenser combien pour être invité? Alors ça dépend. Non, mais attends, mais en fait c'est une vraie question. Il faut dépenser combien pour être invité? Pour être invité, il faut dépenser plus de 2000 € par an. Ok. Et ensuite, le tarif est dégressif en fonction justement de ton statut dans notre programme de fidélité. Mais c'est un week-end, je suis invité, c'est pas payant. Si, c'est payant. Ah, c'est payant. Ok. Tu es invité, donc je suis sélectionné. Voilà, on te propose de nous rejoindre. Si tu dépenses plus de 1000 € par an, t'as 50% de remise. Plus de 500 € par an, t'as 25% de remise. D'accord. Et si tu n'es en dessous de 500 €, tu payes le prix coûtant. Et donc 500 personnes. Enfin, je sais pas. Non, vous êtes plus parce que du coup on a. Tu peux venir la journée. Tu peux venir à la journée. Donc on a après autant de clients qui passent le week-end qui viennent à la journée. Donc l'année dernière, je veux pas te dire de bêtises, il me semble qu'on a fait on a dû faire 1500 tests à peu près sur les 2 jours. Donc 1500 personnes? Non, 1500 tests. Donc ça veut dire que les marques ont fait tester leurs produits 1500 fois sur le week-end. Mais tout le monde ne teste pas tous les produits. Non, t'as des clients qui peuvent tester 2 paires sur le week-end, 3 paires, et puis t'en as d'autres. Mais du coup, on le gamifie. Le samedi soir, on remet le prix du meilleur testeur. On remercie aussi les marques, du coup, parce que on a demandé à notre appli de notation de produits de s'adapter à ce qu'on voulait faire. Donc, on travaille avec Bazaar Voice sur l'aspect rating produit. Ok. Et donc, du coup, les clients notent en direct, donc le soir, les produits qu'ils ont testés la journée du samedi. Et donc, on remet des awards aux marques sur les produits qui ont remporté le plus de succès auprès des clients qui se sont déplacés. Ça vous coûte de l'argent ou vous gagnez ou vous êtes flat? Non, cette opération. Ça nous coûte de l'argent. Ça vous coûte de l'argent. Et comment est-ce que vous transformez ça? Est-ce qu'il y a un effet de levier pour utiliser ces retours? Alors ça, on le mesure. C'est héroïste puisque du coup, les clients on sait quels sont les clients qui sont. Donc c'est de la fidélisation en fait.
principalement, ou ça sert, est-ce que les contenus sont utilisés dans le Ah marketing? non, bah les contenus pour nous c'est énorme. Enfin, je veux dire, les acheteurs c'est du pain béni. Hein. Ils savent quelles vont être leurs 3 meilleures ventes au mois d'avril. Les acheteurs, donc quand nos acheteurs à nous. Thomas dit les acheteurs, c'est voilà les acheteurs produits de Snow Leader. Ils savent dès le mois d'avril quels vont être les best-sellers du mois de novembre de l'année d'après. Hein. Ok, vous faites ça en avril. On fait ça en avril, parce D'accord. que du coup on veut pas, comment je peux te dire ça. La saison elle est finie, donc on peut se permettre de présenter les produits de N+1. D'accord. Vous faites ça en interne? Tout en interne. L'événementiel, c'est chaud. Ouais, Enfin, ouais, ça peut être mais prise de tête. pour moi c'est la. Alors toutes les agences événementielles nous disent ouais c'est une connerie, vous devriez nous le déléguer, on saurait mieux faire et compagnie. Mais le fait que ce soit super roots par moment, parce que ça crée forcément de la des couacs, de l'amour, ça fait une aspérité qui est intéressante pour la marque. les gens ils sont super contents quoi. Ouais. Ça ressemble à une vraie semaine au ski quoi. Ouais, et puis du coup voilà, c'est moi qui tire les bières le soir derrière le bar, ils discutent avec moi, ils me payent l'apéro, il y a la relation humaine, elle est super importante quoi. On vend des articles de montagne, la montagne ça se pratique jamais tout seul hein, faut toujours être deux s'il y a une avalanche, il y a un problème de corde, de quoi que ce soit, on est toujours deux en montagne. Okay. Et donc le fait de pouvoir partager un moment à la cool, une vraie relation humaine, bah tout à l'heure tu me demandais qu'est-ce qui vous différencie d'Amazon. Bah les clients ils sont contents de pouvoir alors maintenant c'est leur grand jeu parce que j'aime bien faire l'apéro, je suis comme toi le vendredi soir, j'aime bien boire une bière. Donc maintenant c'est concours d'apéro, alors il y en a les mecs du Jura ils ramènent du pont parce que c'est l'apéro local, les pastis et compagnie, et c'est un vrai moment d'échange où les clients un peu comme dans le commerce traditionnel avant, le boulanger, le boucher, ils étaient au courant de tout ce qui se passait un peu dans le village, les gens venaient se confier, partager, t'allais acheter ton pain, t'achetais du pain, mais t'avais un échange social avec le commerçant. Bah nous, de par ces événements-là, c'est ce qu'on essaye de recréer avec nos clients, que du coup ils disent on va aller acheter chez Thomas, on va aller acheter chez Snow Leader parce qu'on les connaît et qu'on apprécie les faire bosser quoi. Ouais. Et ça a une valeur vraiment inestimable vis-à-vis de nos clients. Vous faites de l'achat plus traditionnel, médias, AdWords, ensuite AdWords, Instagram, enfin Facebook d'ailleurs. Vous dépensez combien? Tu le dis pas? Non, je dis pas. Mais d'accord. Dans la moyenne des acteurs du e-commerce. Et ça, vous le faites en interne? Oui, aussi. Okay. On fait des audits pour voir si on est dans le vrai. Parce que le faire en interne, ça interdit pas de demander à un expert de regarder si ce qu'on fait est juste ou pas. Donc on le fait tous les ans, tous les 18 mois. Quand tu trouves une trop grande différence entre ce que te rend l'expert et ce que vous faites en interne, on corrige. T'apprends. Ouais, on apprend. Tu transfères aux équipes, tu transmets et vous. Ouais. Ok. Vous faites de l'emailing? Oui. T'as quel volume de base d'email? Enfin, quelles sont tes strates là-dessus? On n'est pas très bon là-dessus. On utilise ExactTarget, donc Salesforce Marketing Cloud pour gérer ça. Et ouais. Parce que pour avoir 2 tiers, enfin ce que t'as eu en 2019, de repeat mais ton business, calcul était pas bon, 2 tiers, ça me paraît. J'ai dit une bêtise. Ouais, t'as fait. À mon avis, t'as dû t'emballer dans ton calcul. Notre taux de repeat business c'est 1/4. Hein. Si on était à 2 tiers, on serait ultra rentable. Hein. D'accord, j'ai peut-être inversé alors, mais j'avais cru comprendre. Mais peut-être que les chiffres que je t'ai donnés étaient faux aussi. Hein, mais le taux de repeat, il est à 25. Le taux de repeat d'une année à l'autre est à 25. Ouais. Là, ok. Avec des clients qui sont relativement fidèles, une marque est forte. Et un panier moyen qui est... Enfin, on vend des biens d'investissement. C'est-à-dire que, en général, quand t'as acheté ton pack snow ou une paire de skis... Tu le gardes combien de temps? Tu le gardes 2-3 ans. Si vraiment t'as les moyens, tu peux t'en acheter 2 par an parce que t'as une paire de poudre, une paire de pistes ou une paire de rando, voilà. Mais tu gardes 2-3 ans en moyenne tes matériels de ski. Par rapport au vélo, par exemple, qui sont des cousins qu'on regarde souvent. En vélo, tu pètes du matos toutes les semaines. Faut t'achètes des petits accessoires tout le temps. Nous, on va dire qu'une fois que tu t'es équipé, t'as moins de consommables à acheter que dans l'univers du cycle. Ok. Vous faites du vélo aussi? Ouais, très peu. VTT, très peu. En fait, il y a le vélo électrique qui se développe à bloc. Et donc, on vend des accessoires pour la pratique du vélo électrique parce qu'il y a beaucoup de gens qui louent des vélos, mais qui ont besoin de s'équiper avec des shorts, des casques, des gants. Ok. Dans un domaine sportif, on fait souvent de l'affiliation et de l'ambassade. Enfin, on cherche des ambassadeurs. Vous le faites? On le fait. Avec, alors, pas des athlètes
connu, on va dire. Qui coûte très cher. Ouais, c'est même pas tant C'est une même pas histoire le de prix, c'est plus une histoire de spirit. Donc on a une team d'ambassadeurs qui sont des pratiquants connus. On va dire que c'est des influenceurs qui pratiquent. Ils font autre chose que se prendre en photo toute la journée avec les produits qu'on leur offre. Et donc c'est des pratiquants qui entretiennent une communauté via Insta principalement et qui nous produisent du contenu pour Mountain Spirit. Qui produit du contenu pour Mountain Spirit avec un système d'affiliation ou de commission sur le... Non, alors du coup là c'est vraiment du sponsoring pur. Et après en commission affiliation, on travaille avec les médias de notre univers, skipass.com, skieur, le journal du trek, enfin voilà des blogs ou des médias spécialisés dans l'univers de la montagne. Ok. On a fait un très grand tour et ça fait déjà plus d'1 heure qu'on se parle. Ce sera parmi les longs épisodes. Est-ce que j'ai raté quelque chose d'essentiel? On peut peut-être parler de Rancho quand même. Bah oui, Rancho, parce qu'on est là pour ça. On n'a même pas expliqué pourquoi on est au Grand Rex. Donc Rancho, cette web série on en a parlé en introduction, sur laquelle vous êtes partenaire depuis le début. Depuis 4 ans. On n'est pas arrivé au début parce que c'est la saison 7. Donc voilà. Ça s'est pas fait au début, ça s'est fait au milieu. On est arrivé sur la saison 3 et donc du coup quand on a décidé de bosser ensemble, je leur ai dit ok, un logo c'est cool, mais c'est pas notre façon de faire. Donc qu'est-ce qu'on peut faire d'un peu nouveau, sympa. Donc on a bien réfléchi et du coup j'ai proposé à Enac et Dino, qui sont les deux entrepreneurs derrière Rancho, que Snow Leader gère leurs produits sous licence, parce que je sentais qu'il y avait une demande. Donc on crée la marque Rancho. On a créé la marque Rancho, produite par vous. Produit par nous, donc du coup avec des acteurs français, étrangers. Alors mix, plutôt étranger, parce que c'est quand même pas mal de prêt-à-porter. C'est du coton, c'est du Portugal, coton bio qui est donc ça reste européen. Portugal, ça reste européen. Donc c'est du prêt-à-porter, il y a pas de matériel. Non, il y a pas de matériel. Il y a c'est des lunettes, masques. Voilà. Donc il y a des produits qu'on a fait fabriquer par les partenaires équipementiers de Rancho. Okay. Donc le masque et les lunettes, c'est Jules Beau, donc une entreprise jurassienne qui fait ça. Les chaussettes, c'est en France, parce que c'est la Chaussette de France, une boîte qui est à Troyes qui fabrique les chaussettes. Et ensuite, on a des produits qu'on fabrique vraiment nous ex nihilo, donc tout ce qui est t-shirt, bonnet, estampillé Rancho, distribué par Snow Leader, exclusivement par Snow Leader. Exclusivement. Ok. Et ensuite, on a un partage de la marge générée qui les aide du coup à pouvoir se rémunérer et à produire leurs nouveaux épisodes. C'est fun, hein, si vous l'avez pas vu, je vous conseille. C'est des petits épisodes d'une dizaine de minutes environ. Exactement. Il y a combien d'épisodes par saison? Il y a 3 épisodes par saison. Voilà. Et c'est à chaque fois un sport autour du monde du sport d'hiver. Donc là, le premier épisode qu'on va voir ce soir, c'est un épisode qui a été tourné lors de la finale du Freeride World Tour à Verbier, sur le Bec des Rosses, qui est un lieu mythique pour les gens qui font du freeride. Et donc Enac se frotte aux meilleurs skieurs du monde sur cette face mythique. C'est assez fun comme série. Comme je dis, j'avais vu un épisode il y a quelques mois. Du coup, j'en ai regardé plusieurs aujourd'hui. C'est assez rigolo, c'est bien fait, c'est très bien monté, c'est rythmé. Ouais, c'est fun, quoi. Ce qu'on aime bien chez Rancho, c'est que ça plaît même à des non-skieurs, à des non-passionnés, parce qu'il y a un humour, il y a un traitement graphique qui est complètement et ça colle à votre univers, du coup. Complètement. Ok. Et donc vous participez à la création, à l'écriture ou Non, ça c'est vraiment nous on est partenaires. Ce que je leur dis souvent, c'est que nous on est là pour leur apporter les moyens à leur créativité, quoi. Donc on est partenaire de la série. Les revenus qu'on génère via les articles sous licence, ça les aide aussi. Et ce soir, du coup, c'est un peu le 3e étage de la fusée où on organise avec eux la diffusion en avant-première à Paris de la saison 7. J'ai pas les chiffres à jour, mais je crois qu'on a à peu près 1500 personnes qui viennent ce soir pour découvrir la série. Et même si on n'a pas réussi à ouvrir de shop à Paris, voilà, on a quand même mis un pied à Paris en venant avec Rancho et en diffusant cette nouvelle saison en exclu pour les clients qui au Grand Rex, où nous enregistrons cet épisode un peu spécial dans la loge, et c'est pour ça que ça résonne. Il faudrait s'arrêter, mais j'en reviens quand même un tout petit peu en arrière. Vous avez pensé à de l'éphémère à Paris? La boutique éphémère avec des boîtes trop compliqué. Si t'as l'occasion d'aller voir la boutique de Lyon, c'est notre boutique qui est la plus aboutie. Ouais. Mais du coup, comme
on investit quand même pas mal sur le mobilier, la scénarisation, et de faire de l'éphémère, soit ça nous coûterait trop cher, ou soit ça serait super déceptif. Ça peut être un éphémère long terme que tu fais septembre, octobre, novembre avant la saison, enfin novembre, décembre, janvier, j'en sais rien. En fait, on veut pas. C'est pas. On n'est pas. On s'appelle Snow Leader, mais on n'est pas saisonnier. Hein, donc. Oui, c'est vrai. Et en plus, à Paris, plus que dans d'autres coins, j'ai pas les chiffres en tête, mais la dernière fois qu'on a fait mouliner, justement à Paris, on fait plus de business l'été que l'hiver. Ok, intéressant. Parce que la saisonnalité du business, c'est pas la même ville par région, ville, région par région, quoi. Et donc et puis on veut pas, c'est notre première zone de chalandise, on va pas ouvrir un éphémère, quoi. On va ouvrir un beau magasin qui va claquer et où les gens ils seront ravis de venir. Donc on va se donner le temps. On n'est pas pressé, on n'est pas notre développement il s'est fait vraiment étape par étape. On n'a pas brûlé de. Ouais, on y allait à la cool, quoi. Donc même si ça prend 1 an de plus, on aura notre beau magasin à Paris pour accueillir nos clients parisiens. On vous souhaite. Thomas, merci énormément pour tout ce que tu nous as partagé. Merci à toi pour le temps. Snowleader.com, SNOWLEADER évidemment.com, et bonne chance pour cette avant-première de Rancho ce soir. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode du Panier. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, et même si ce n'est pas le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Parlez-en autour de vous et laissez-moi un commentaire sympathique sur Apple Podcast. C'est ce qui m'aide le plus à remonter dans les classements. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos contacts dans le business. Chaque nouvel auditeur intéressé est une victoire. Si vous avez besoin d'un accompagnement tech et créatif, que ce soit pour votre site internet, votre stratégie de contenu ou d'inbound marketing, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse lepanier@cosavostra.com. À bientôt.